Bonjour à tous, merci de vous être inscrits à ce webinaire sur le lean accounting. Moi, je suis Claire Ofino, je suis en charge du pôle Savoie pour la DFCG avec des gens que vous voyez à l'écran, Bruno, Peter, Marc et Jérôme qui n'est pas là, Jérôme Néré. On a organisé une soirée en octobre à Annecy pour essayer de redémarrer ce pôle Savoie. On a eu on a eu du succès, on a eu pas mal de participants. Malheureusement, avec le nouveau confinement, on a été un peu arrêté dans notre redémarrage de pôle local en Savoie et du coup, on a proposé d'essayer de pas perdre le lien avec ceux qui étaient venus nous voir et puis rencontrer d'autres personnes en proposant une webconférence sur un sujet un peu novateur et qui nous tient à cœur avec Marc. Donc c'est Marc qui le présente parce que c'est lui qui est le plus aguerri dans le sujet, mais moi comme j'en ai fait pas mal, voilà, je viendrai en support de Marc. Donc voilà, donc on vous présente le Lean Accounting. Eh bien, Marc, c'est à toi. Ok, ça marche. Avant de commencer, comme je suis à 700 mètres, j'ai pas beaucoup de réseau. Je vous propose peut-être, c'est pour ceux qui ne présentent pas, de déconnecter votre vidéo Tout à fait. pour avoir que tout soit focalisé sur le son et sur la présentation. Donc, juste me présente brièvement. Donc, j'ai fait 12 ans dans le contrôle de gestion, 14 ans en direction financière. Alors, quelques noms, toujours dans l'industrie, quelques noms. D'abord en France, j'ai fait Rockwool, Lafarge assez longuement. Et en Suisse, à partir de 2000, Parker Hannifin, donc groupe américain qui est un peu l'équivalent de Bosch, Bosch en Europe. Donc Parker Hannifin, c'est l'équivalent aux États-Unis. Là, j'ai fait 13 ans. Et LEM, c'est une petite boîte suisse très profitable. Actuellement, je suis donc consultant en Suisse. Voilà, tu peux passer sur la suivante. Donc en fait, je vais surtout vous parler de mon expérience Lean Accounting chez Parker Hannifin. Donc en 2002, Parker Hannifin a lancé un plan d'amélioration du profit. C'était tout simple. En fait, ils avaient un EBIT de 9%. Ils voulaient 15. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans beaucoup d'industries, le chiffre magique, c'est 15%. Donc, ils ont fait 15 moins 9 égale 6, et 2 fois 3, ça fait 6. Donc, ça a l'air tout bête, mais le pire, c'est que ça s'est réellement réalisé. Pas tout à fait le pourcentage sur chaque ligne, mais c'est quand même assez étonnant. Donc, tout ce qui est ligne de 2%, en fait, ça a largement dépassé les 2%. Amélioration des achats, bon, ça se fait dans pas mal de boîtes, 2%. Là, il faut faire attention sur ce sujet parce que vous pouvez améliorer de 2% les achats, mais si c'est au détriment de la qualité, il faut peut-être réfléchir à 2 fois. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Le pricing, 2%. Donc, tout ce qui était ligne... Oh, j'ai un téléphone qui... Excuse-moi. Tout ce qui est lean, donc développé en 4 parties, 4 volets: lean manufacturing, lean accounting, lean product development et lean office. Alors lean office n'a pas donné grand-chose, mais donc moi j'étais dans la partie lean accounting, et puis évidemment ce qui a amené énormément de résultats, c'est le lean manufacturing couplé avec le lean accounting. Suivant. Donc, grâce à ça, j'ai eu la chance de travailler avec Brian Maskell. Maintenant, il est tout juste retraité. Il a vendu sa boîte qui s'appelle BMA. Brian Maskell, c'est un des grands noms du lean accounting aux États-Unis. Il a vendu sa boîte à Nick Katko, qui est assez connu aussi. Donc, dans le cadre de cette opération Lean Accounting chez Parker Hannifin, j'étais membre de l'European Roundtable. J'ai donc implémenté ça dans 2 sites, en Pologne et à Genève, donc je vais vous parler de ça. Et puis, j'ai créé un groupe LinkedIn, Lean Accounting Switzerland, qui a à peu près 80 membres.
Et puis les sites Lean Accounting CH en anglais, leanaccounting.fr en français. Voilà, de temps en temps, je mets des articles. Beaucoup viennent de Nick Katko d'ailleurs. Alors, je commence par une définition. Donc, Lean Accounting est technique qui permet à la finance de soutenir le Lean Manufacturing. Hein, les deux vont ensemble. Hein. Vous ne faites pas du Lean Accounting sans avoir mis en place du Lean Manufacturing. Le point principal, c'est le système traditionnel des coûts standards est valable pour la production de masse, mais n'est pas compatible avec la gestion en flux que promeut le Lean Manufacturing. Ça, c'est le grand point central de cette histoire. C'est comme tout ce qui est Lean Manufacturing, on se concentre sur le flux. C'est complètement en contradiction avec le système des coûts standards qui, lui, se fiche totalement de l'histoire de flux. Donc voilà, c'est le point principal. Donc, moi, pour compléter ce que dit Marc, moi, quand j'ai découvert le Lean Accounting et que je l'ai pratiqué, j'avais un directeur financier qui a dit les coûts standards ne servent à rien. C'est une vaste fumisterie. Et c'est ce qui nous a permis de vraiment gagner de l'argent. Ouais, c'est clair. Bah, c'est bien, tu as eu la chance d'avoir un responsable financier éclairé. Il n'y en a pas énormément sur ce sujet. Et pourtant, il n'a jamais prononcé le mot de Lean Accounting. Oui, alors pour la petite histoire, il y a aussi un nom qu'on utilise, c'est Value Stream Costing. Mais c'est vrai que historiquement, le premier nom, c'est Lean Accounting. Alors, c'est un petit peu dommage parce que quelque part, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et puis souvent, d'ailleurs, par erreur, on confond ça avec le Lean Office dans le département finance, alors que c'est vraiment une affaire de costing. Donc, quelques mots sur le système traditionnel que quelques-uns doivent connaître, j'imagine. Donc, tout est basé sur la mesure de la performance par rapport au budget. Comme je disais tout à l'heure, le système des coûts standards a été conçu pour la production de masse. Donc, l'idée, c'est d'avoir un coût unitaire, le standard le plus faible possible. Et donc, la première contradiction, ça n'a rien à voir avec la gestion au flux. Cette gestion au flux, quand un client vous demande 15 pièces, vous en faites 15, vous en faites pas 16. Tandis que dans les systèmes de coûts standards, vous êtes tenté à en faire peut-être 30. Même chose, vous avez l'absorption des frais généraux. Donc, l'absorption, plus elle est élevée, mieux c'est. Donc, même chose, hein, vous êtes tenté de produire beaucoup plus que nécessaire. Même chose pour les variances. Les variances doivent être favorables. Et donc là, ça pousse à utiliser l'effet de levier et à faire du volume et aussi à limiter les changements de production. Là aussi, les techniques Lean disent exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne se gêne pas à faire plein de changements de machines. Ça paraît contre-intuitif, mais ça marche beaucoup mieux. Voilà, donc plein de contradictions avec le système traditionnel. Alors évidemment, dans la vie de tous les jours, même dans les sociétés qui utilisent les coûts standards, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des contradictions et on a mis en place, qui était un peu à la mode dans les années 2000-2010, surtout les KPIs, Key Performance Indicators. Par exemple, rotation de l'inventaire en nombre de jours, productivité, qualité, on-time delivery, ça c'est un sujet que j'aime bien, on-time delivery, c'est très très important pour moi, le lead time, des choses comme ça. Et ce qui se passe, c'est, slide suivant, ce qui se passe, c'est ces indicateurs peuvent être contradictoires. Par exemple, si vous avez une baisse de l'inventaire, c'est un très bon KPI. Mais par contre, c'est souvent lié à une mauvaise absorption, donc impact financier négatif. Alors, ça va pas dans le bon sens d'un point de vue financier. Même chose, une bonne productivité, c'est un bon KPI. Ça va impacter négativement l'inventaire et donc avoir un impact financier négatif. Même chose. Donc, quand il y a contradiction, en fait, on s'aperçoit dans la vraie vie que les objectifs financiers sont prioritaires sur les KPIs car souvent les bonus sont liés au premier. Et puis on en arrive à des histoires comme General Motors en 2008 où ils ont continué à produire à fond en remplissant
les concessions automobiles de véhicules jusqu'au moment où ils n'ont plus de cash, quoi. Et donc dépôt de bilan. Voilà, suivant. Alors, compte d'exploitation traditionnel, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors là, à dessein, je compare 2 années qui se suivent. J'ai pas mis le budget. C'est un compte d'exploitation classique dans l'industrie, c'est-à-dire vous avez le revenu, la deuxième ligne, c'est le coût standard, et après vous avez tous les ajustements, toutes les variances. Il faut savoir que d'une année sur l'autre, les variances sont absolument pas comparables. Pourquoi? Parce que entre les deux, vous avez changé les standards, les hypothèses derrière les standards, donc chaque ligne n'est pas comparable. Pour autant, ça gêne pas, hein. C'est des chiffres qui sont officialisés dans les rapports financiers. Ça gêne personne parce qu'évidemment tout le monde fait la même chose, mais quelque part c'est assez bizarre d'utiliser des systèmes comme ça de chiffres non comparables ligne à ligne. Mais pourtant c'est ce qui se passe. Et en plus, le gros problème, c'est que c'est pas compris par tous les collaborateurs. Loin s'en fout. Loin s'en fout. Déjà, même les responsables financiers, les contrôles gestion ont du mal à s'y retrouver, mais souvent les opérationnels ont du mal. D'accord. Oui, c'est clair. C'est clair. Bah, toi, Claire, t'as bien vu ça Oui, comme je te ça. confirme. Expliquer ça à des responsables de production, c'est pénible. Et en plus, du coup, ils comprennent pas ni où on veut en venir, ni finalement la priorité et ce sur quoi ils doivent travailler. Sans Je te compter dis, les. j'ai été élevée chez Plastic Omnium avec un directeur financier qui m'expliquait que les coûts standards servaient à rien. On n'y est jamais allé. Mais à un moment, j'ai travaillé dans une entreprise américaine où effectivement, j'avais ce genre de choses et on perd un temps fou en fait à expliquer des écarts sans chercher en fait à faire de la productivité. Le contrat de gestion passe sa vie à expliquer des écarts. C'est quand même un non-sens quand on est censé accompagner les opérationnels dans l'amélioration de la performance. Ah ouais, ouais, tout à fait. Et surtout, il y a une espèce de phénomène qui fait que quand les mois où la production fait des bons résultats, enfin, en termes d'efficacité, choses comme ça, comme par hasard, l'impact sur l'inventaire est négatif et du coup, vous expliquez que le mois était plutôt mauvais. Alors là, vous avez tendance à les perdre, hein, les opérationnels, c'est très clair. Alors, Voilà, suivant. parce que déstocker, ça fait baisser le résultat et stocker, ça fait augmenter le résultat. Alors que l'opérationnel, on lui explique qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de stock parce que trop de stock, c'est du cash qu'on a cramé. Donc Ouais, effectivement, il y a une incompréhension en général quand on utilise ces outils de coût standard et à la fois la lecture cash. c'est clair, tout à fait. Suivant. Alors oui, les coûts standards en plus sont faux. C'est un tout petit exemple un peu classique. C'est-à-dire que là, il y a 4 machines qui sont alignées les unes derrière les autres. Produit A, produit B. Donc vous voyez avec des temps de passage sur chaque machine différents. Donc vous avez un temps pour le produit B qui est plus élevé que pour le produit A. Pourtant, là, au niveau output, c'est pareil, vous en faites 10 par heure de chaque. Parce que au niveau du goulot d'étranglement, c'est le même débit. Donc, dans ce petit exemple, vous avez un coût de matériel de 42 dollars. J'aurais pu mettre des euros, hein, d'ailleurs. Le coût de production réel global, c'est 580 par heure. Si le coût réel en termes de lean accounting, c'est ce que vous avez un petit peu en bas, c'est le même coût pour A et B, c'est-à-dire c'est le coût matière première 42, auquel vous ajoutez le coût global de la cellule, 580 par heure, divisé par 10, puisqu'il y a 10 produits qui ont été produits. Donc ça fait un total de 100. Si vous faites le coût standard produit A, produit B, comme ça tient compte du temps passé sur chaque machine avec un temps horaire, automatiquement vous obtenez un chiffre différent. Donc 90 pour le produit A et 109 pour le produit B. Ça veut strictement rien dire, mais c'est exactement la technique qui est utilisée par beaucoup d'industries actuellement.
Voilà. Le, le suivant. Alors en fait, cette histoire vient, c'est historique. Les coûts standards datent des années 20, donc ça fait en fait bientôt les 100 ans. Donc c'est un peu curieux autant dans certains domaines on est super avancé, dans d'autres domaines comme celui-là, on utilise une technique qui a été créée il y a 100 ans. Il faut savoir que Et le monde a changé. et le monde a changé pas mal entre-temps. D'ailleurs, c'est ce que je veux montrer là, entre autres, c'est dans le système des coûts standards. Quand le système des coûts standards a été créé, en fait, la répartition des coûts était à peu près, grosso modo, la suivante. Il y avait 30% de matières premières composants, 60% de main-d'œuvre directe et que 10% de frais généraux. Donc, le ratio frais généraux sur main-d'œuvre directe était 0,17. Aujourd'hui, bon, c'est une moyenne, hein, mais souvent ces ratios sont assez proches de la réalité. J'ai vu ça dans plusieurs boîtes. Matières premières composants 50-60%, main-d'œuvre directe autour de 10%, frais généraux 30%. Vous avez un ratio entre frais généraux et main-d'œuvre directe de 3. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passait il y a 100 ans. Et pour autant, on garde le même système. Suivant. Alors, donc maintenant, on va commencer à entrer un peu dans le dur de l'entreprise Lean. Donc, en fait, le point de départ, c'est de créer une organisation en value stream. Pourquoi? Parce que l'organisation département ne permet pas de voir le flux d'amont à l'aval, c'est-à-dire de la commande client à la livraison. Tandis qu'une organisation en value stream permet une claire responsabilisation de l'amélioration continue sur tous les points, et en particulier non seulement la profitabilité, mais également le cash flow. On peut concentrer beaucoup plus l'organisation sur le cash flow. Donc en fait, dans le système value stream costing, tous les coûts sont affectés là où ils ont lieu le plus possible. Donc on évite le plus possible les allocations, ce qui évite les faux raisonnements. Le reporting est hebdomadaire. Donc pour vraiment créer une réactivité très forte, et on affecte les fonctionnels le plus possible au value stream pour éliminer l'esprit de silo. Donc ça implique un changement de structure. Le cas, ce que je préfère, moi, ce que j'aime bien voir les faits, c'est de répartir tout le service achat procurement sur les value streams. Ça évite vraiment les problèmes les conflits entre les achats et la production. Vous pouvez faire ça avec la finance aussi sans problème. Peut-être un peu plus difficile avec les ressources humaines. Oui, j'ai mis une petite phrase en bas là, dans le slide précédent, Claire. Pardon. C'est le principe de PLOS. Maximiser le flux augmente la profitabilité du value stream. C'est presque un peu un acte de foi au début parce que c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est vraiment, ça se vérifie dans les entreprises Lean. C'est plus le flux augmente, plus le profit du value stream augmente. C'est une règle et qui se vérifie vraiment. Suivant. Donc, au niveau des cellules, les mesures sont assez simples. Il y a un système qui s'appelle le Day by the Hour. L'idée, en fait, c'est tout bête. Au pied de chaque cellule, on met un paperboard avec une ligne par heure, avec le plan. Et là, la personne l'opérateur ou l'opératrice, à la fin de chaque heure, met manuellement avec un stylo le nombre de pièces qu'il a fait. Et ça, c'est très très puissant parce qu'en fait, quand au niveau management, vous faites le tour des cellules, vous voyez tout de suite où ça en est et ça donne un côté, comment dire, de motivation pour les opérationnels qui est très puissant. En plus, vous pouvez tout de suite indiquer si vous avez un problème. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre les résultats le mois suivant pour savoir pourquoi telle journée on n'a pas eu la production attendue dans telle cellule, etc. Puis 3 semaines après, plus personne s'en souvient, etc. Là, c'est vraiment rempli heure par la personne elle-même en dehors de tout système informatique en fait. Donc voilà. Alors évidemment, au niveau de la cellule, vous pouvez rajouter d'autres mesures, hein, style le first time through, c'est-à-dire
qui suit la qualité, le nombre de reprises ou de revues, ou bien le on-time delivery, là qui est quand même un de mes favoris. Et puis vous avez tas d'autres possibilités en fonction de l'industrie dans laquelle vous êtes. Suivant. Alors, au niveau plus haut, au niveau value stream, dans un value stream peut être l'addition d'une dizaine ou une quinzaine de cellules, hein, ça, tout dépend du type d'industrie. Là, c'est un petit peu un des outils phares du Lean Accounting, on appelle ça la box score. En fait, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est les chiffres hebdomadaires, le plus possible. Et il y a 3 types de mesures. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelques personnes qui n'ont pas coupé leur son, ce sera peut-être mieux, voilà. Il y a 3 types de mesures. Les mesures opérationnelles, donc c'est les KPIs. Il faut choisir ceux qui sont les plus adaptés à l'industrie dans laquelle on est. La deuxième série, c'est capacité. Là, c'est des calculs un petit peu plus complexes, mais ça permet de bien mesurer si on est proche de la saturation ou pas. C'est quand même important pour savoir si vous pouvez encore accepter des affaires supplémentaires ou pas. Cette capacité, par exemple, c'est quelque chose qui est totalement absent du reporting traditionnel. Et puis la partie financière qui est complètement simplifiée, c'est-à-dire que vous avez aucune variance, vous avez les différents types de charges divisés entre coûts matériels, main-d'œuvre, coûts machines, les autres coûts, profit. Vous pouvez même rajouter le cash. Encore une fois, là, ça peut être assez créatif. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. À noter, vous comprendrez pourquoi après, il n'y a pas de variation de stock. Suivant. Donc, oui, en fait, tout ce qui est matières premières, composants, sont passés directement en charge, même si le composant n'est pas intégré dans le produit fini. En fait, l'idée dans ce reporting par value stream, c'est que on passe tout, dès qu'on achète, ça passe dans le PNL. À la fin de chaque semaine, comme ça, on pousse la production à n'acheter que ce dont ils ont besoin. C'est-à-dire que le fait d'avoir les acheteurs affectés au value stream, ils doivent répondre collectivement de ce qu'ils ont fait, en particulier des composants achetés et restés en stock. Dès qu'il y a du stock qui commence à monter, tout de suite, ça se voit parce que ça plombe complètement le PNL du value stream. Donc, ça permet vraiment de mettre au diapason les acheteurs ou les responsables du procurement avec la production. Suivant. Alors justement, je vais parler quelques mots sur la valorisation lean du stock. En fait, quand vous êtes dans une démarche lean, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les lead times ont tendance à se raccourcir. C'est-à-dire que les étapes achat des composants, fabrication, expédition peuvent avoir lieu pendant le même mois. Donc ça donne des opportunités de simplifier les procédures comptables. À l'extrême, il y a plein de façons de faire, mais à l'extrême, vous pouvez donc comptabiliser tout ce qui est matière première composant au dernier coût d'achat, sans allocation du service achat. Ça, je l'ai fait entre autres en Pologne, ça marchait très bien. Produits en cours, partez du principe qu'il n'y en a pas, donc c'est 0. Ce que je faisais à Genève, de temps en temps, je faisais une vérification que ça dépassait un montant qui dépassait pas 10 000 francs suisses. Et donc, quand c'était le cas, je partais du principe qu'il n'y en avait pas. Que c'était encore des matières premières. Et enfin, les produits finis, la partie composant au dernier coût d'achat, qui est plus simple finalement. Mais vous pouvez utiliser autre chose, hein, comme les coûts variables. Et puis, tout ce qui est main-d'œuvre, frais généraux. Alors là, on utilise des ratios par value stream. Le calcul se fait non pas par produit, mais par value stream. C'est un point important. Et c'est beaucoup plus simple en fait. Suivant. Donc un compte d'exploitation en ligne ressemble à ça. Là, vous avez 2 value streams avec la fonction support, vraiment style les ressources humaines que vous ne pouvez pas mettre à droite ou à gauche.
ou le general management, avec des lignes assez simples, puisque la partie matérielle, partie main-d'œuvre, machine, process extérieur, tout ce qui est facilité. La même chose, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, avec les profits au niveau value stream. Et donc, les équipes au niveau des value stream voient les chiffres jusqu'à ce niveau-là. Après, l'écart d'inventaire se fait en aval au niveau de l'usine. Donc, pour avoir évidemment le résultat de l'usine qui soit comptablement juste. Mais encore une fois, au niveau value stream, ça s'arrête avant. Suivant. Alors après, qu'est-ce que vous faites de ça? Par exemple, dans le cas d'une nouvelle affaire, pour une prise de décision, avec un système de coût standard, d'abord, ça ne prend pas en compte la capacité disponible. Et puis aussi, vous pouvez dire, moi je travaille dans une entreprise américaine, ils partaient du principe qu'en dessous de 10% de marge, on ne prenait pas. Mais bon, ça valait le coup de réfléchir, enfin jusqu'à un certain moment, parce que ça valait le coup justement parfois ça pouvait valoir le coup. C'est-à-dire que rebelote, vous utilisez la box score. Première colonne, c'est l'état courant. Vous additionnez ce que va vous amener le business supplémentaire et ça va donner le nouvel état. Et donc, vous voyez si c'est intéressant. Vous voyez, dans ce cas-là, le profit augmente un petit peu, même si marginalement, la marge n'est peut-être pas terrible au niveau des coûts standards. Mais si vous avez de la capacité, ça peut quand même valoir le coup de charger le value stream. Donc, c'est une autre façon de faire les calculs. C'est beaucoup plus vision incrémentelle plutôt que coût standard chargé avec des frais indirects. Parce que moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que quand, au contraire, on dit le produit, le sous-traitant, il est moins cher, le produit sort-le, le sous-traitant est moins cher que nous, et nous, la lecture, elle est en complet. Sauf que quand tu sors le produit, tu sors pas les coûts fixes qui vont avec. C'est ça. Donc du coup tout le reste, on reprend des coûts fixes et coûte plus cher. Et en fait, on n'a fait aucune économie parce que dans le prix qu'on a acheté au sous-traitant, on lui a payé ses coûts fixes alors que nous, on a déjà les nôtres à absorber. Alors, l'avantage de traiter le problème au niveau d'un value stream, c'est que vous avez quelque part une vision globale. Et donc, c'est beaucoup plus effectif. Suivant. Alors, même chose avec l'outsourcing. Claire commençait à en parler quelque part. Normalement, on compare le coût proposé par le sous-traitant avec le coût standard. On part du principe que le coût va baisser du volume multiplié par le coût standard, qui évidemment est complètement faux, pour raison que Claire a expliqué. Et donc, même chose, vous utilisez la box score avec l'état courant, avec le nouveau produit. Alors, savoir est-ce qu'on va le faire nous-mêmes. Donc, c'est la deuxième colonne, make product, outsourcer en Asie. Ça, j'ai vécu ça plusieurs fois. Ou bien faire l'outsource localement. Vous voyez, dans ce genre de chiffre qui était assez habituel, on voyait qu'au niveau financier, c'était mieux d'aller en Asie, mais qu'au niveau on-time shipment, généralement, ça tournait pas très très bien. Au niveau d'inventaire non plus. Et donc, il valait mieux réfléchir à 3 fois, surtout dans des industries où le customer service est très très important. Si on parle du processus budgétaire, on a aussi la notion de target costing. L'idée, c'est de pas forcément faire un budget super détaillé, mais de fixer des targets sur tous les KPIs, par exemple, un target en time shipment. Si vous êtes couramment à 90%, vous peut-être à 99%, c'est quand même très osé, mais vous pouvez vous fixer quelque chose d'intermédiaire, etc. Et également des objectifs financiers. Après, l'idée, c'est de pas avoir, des targets pour tout, pour absolument tout. Il faut quand même se limiter. Et après, on doit déterminer ce qu'on appelle les kaizen des équipes sur un certain temps pour mettre en place ces plans d'action, savoir comment on va y arriver. Et donc, ça donne un côté, comment dirais-je, collectif
participatif qui est beaucoup plus intéressant et qui entraîne beaucoup plus de monde plutôt que de fixer des objectifs très détaillés. Uniquement les contrôleurs de gestion font ça avec des tas de fichiers Excel et puis qui finalement ne sont peu ou pas partagés par tous. Voilà. Suivant. Alors, il y a quand même une notion de coût par produit, ne serait-ce que pour les prix de transfert, par exemple. Là, il y a une notion importante dans le lean accounting, on appelle ça il faut déterminer le goulot d'étranglement. Tous les calculs sont faits par rapport au goulot d'étranglement. Là, Claire, je te laisse peut-être en parler. Oui, alors moi, par rapport à ça, si je vous donne un exemple concret de ce que j'ai vécu, quand j'étais jeune contrôleur de gestion, euh, et que je me focalisais encore sur le coût au complet, quand une équipe technique me disait je vais travailler sur la machine B et du coup on va gagner 5 pièces par heure, au début bah, j'étais toute contente. Et je disais bah super, le coût du produit va baisser, donc on va gagner de l'argent. Et puis quand on s'est mis à faire du lean manufacturing, au début, bah, en fait, je comprenais pas vraiment ce qu'ils faisaient. Et plus je me suis intéressée au sujet, et plus ils m'ont expliqué le sujet du flux et du goulot d'étranglement. Donc là, en l'occurrence, dans ce schéma, c'est le poste C. J'ai enfin compris que quand je travaille sur le poste B et que j'ai gagné un nombre de pièces par heure sur le poste B, le temps que j'ai gagné, en fait, et ben mon produit le passe à attendre. Parce que le poste C, lui, il va pas plus vite. Donc travailler sur sur une machine qui n'est pas goulot d'étranglement, ça sert à rien parce que ça crée du stock. Parce que la machine suivante, quand on est en flux, si elle va pas plus vite, le produit, on l'aura produit certes plus vite et il va passer son temps en stock à attendre que la machine suivante le prenne. Donc c'est vraiment une autre façon de réfléchir sur le coût de production et de penser la ligne de flux et pas et donc pour un contrôleur de gestion qui a l'habitude de mettre beaucoup de choses dans des cases, ça fait voler un peu en éclats notre façon de concevoir le monde, je dirais, et de repenser et de repenser en ligne de production globale et de plus et d'arrêter de mettre chaque coût dans une case ou chaque produit dans une case et regarder ce qui se passe dans une usine. Et c'est aussi vrai. Alors maintenant, j'ai changé je suis plus dans l'industrie pure. Je suis dans le photovoltaïque, mais on construit des centrales photovoltaïques et du coup, il y a beaucoup de temps projet. Et je vois cette problématique de goulot d'étranglement à certaines étapes du projet, en dehors de la partie construction, mais aussi en amont sur les étapes de projet. Et cette notion de goulot d'étranglement, quel est le service qui se retrouve avec un stock de projets à gérer et qui bloque le traitement du flux et du coup sur lequel on a du retard pour livrer. C'est vraiment les mêmes problématiques et du coup c'est complètement transmissible, enfin en tout cas transposable, je voulais dire, sur des activités de service. Et donc l'idée c'est que bah oui, l'optimum global c'est pas l'addition des optima locaux et ça a été pour moi un grand changement de paradigme. Non, ce que tu gagnes à un endroit dans l'usine, ça fait pas gagner toute l'usine si c'est pas au bon endroit que tu l'as gagné. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est vraiment un changement de paradigme. Alors après, donc, quand vous avez déterminé le goulot d'étranglement, après, vous pouvez, en fonction de certaines caractéristiques du produit qui affectent des bits au goulot d'étranglement, vous pouvez donc calculer un petit peu une répartition des coûts de conversion par produit. Et ce coût-là, vous l'additionnez au coût des composants qui, lui, est dans le système, et puis vous avez votre coût complet. Encore une fois, à utiliser uniquement pour des raisons marketing ou de prix de transfert, mais pas du tout pour valoriser les stocks. Et moi, par rapport à ça, enfin moi qui suis très sensible à valoriser les indicateurs de performance industrielle financièrement pour aider les opérationnels à prioriser les actions d'amélioration. Je fais toujours attention à leur parler en coût variable.
ils vont pas gagner les frais fixes. Ils ne vont pas quand ils font de l'amélioration de rebut. Enfin, ils lancent des chantiers d'amélioration sur réduire les rebuts de certaines pièces ou certaines lignes de produits. On part toujours en coût variable, matière et main d'œuvre. Et encore même pas, parce que quand vous avez une usine avec que des CDI, si vous en faites moins, les CDI seront toujours là et vous aurez rien gagné. Donc vous n'aurez gagné que la matière. Alors après, si vous avez pas mal d'intérimaires, là potentiellement oui, vous pourrez peut-être fermer des équipes ou arrêter peut-être des équipes de week-end ou de nuit. Mais par contre, la vraie valeur qu'on va gagner, c'est la matière qu'on va pas dépenser. Les frais fixes associés dans le coût complet, ils vont jamais les gagner. Donc c'est important, pour moi, de parler en coût variable. Et mais par contre de valoriser parce que quand on parle à un opérationnel et qui vous dit oui mais le produit A je suis à 10% de rebut et le produit B je suis à 5% de rebut. Moi ma première question c'était ok mais le produit A à 10% de rebut c'est quelle valeur et le produit B à 5% de rebut c'est quelle valeur? Parce que peut-être que si tu gagnes un point sur ton produit B à 5%, tu vas gagner 10 000 euros, alors que si tu travailles sur ton produit A à 10%, tu vas gagner 1000. Donc, ne raisonne pas toujours qu'avec ton indicateur de performance. Attention à ce qui se cache derrière en valeur. Ouais, c'est clair. Donc, un petit point sur le RP. Donc, en fait, un des effets du lean accounting, ça permet de limiter le nombre de transactions. Vous pouvez limiter uniquement aux quantités. Les valeurs ne sont plus nécessaires. Et puis, par contre, les transactions doivent avoir de la valeur, uniquement celles qui sont en contact avec l'extérieur, à savoir tout ce qui est réception, composants matières premières et expédition des produits finis, bien sûr. Après, ça c'est peut-être une position un peu extrême, mais vous avez des tas de possibilités en fonction de l'industrie dans laquelle vous êtes. Mais donc, vous pouvez quand même, vous pouvez aller assez loin. Un petit mot sur la mise en place. Comment on met en place un système de lean accounting, surtout dans une usine qui a déjà les coûts standards présents. D'abord, le prérequis, comme je l'ai dit au tout début, il faut que l'usine ait déjà commencé son voyage lean, donc production en cellules, des Kanban, management visuel, des Kaizen réguliers, etc. Et donc, la première étape de la mise en place du lean accounting, c'est d'identifier les value streams qui fait également partie du lean manufacturing. Vous commencez par un value stream pilote, vous en choisissez un. Et donc, vous mettez en place tout ce que je vous ai décrit, les box scores, etc. Vous gardez le système des coûts standards en parallèle. Et après, vous démarrez les autres value streams. Alors, cette étape-là, elle se fait toute seule, en fait, parce que les opérationnels font vite la différence. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les autres value streams qui n'ont pas encore démarré, le lean accounting, quand ils voient ce qui se passe dans celui qui a démarré, ils veulent tous y aller. Donc, en fait, le premier value stream pilote, il sert d'appât quelque part. Enfin, peut-être le terme n'est pas adéquat, mais d'exemples à suivre. Et en fait, les autres suivent tout seuls. C'est ce que j'ai constaté dans les 2 usines que j'ai traitées. Puis après, quand tout fonctionne bien, au bout de quelques mois, vous pouvez arrêter le système des coûts standards. C'est ça la démarche. Point de vue conformité, alors là, il n'y a pas de souci, hein, c'est conforme aux normes comptables. Pour la petite histoire, j'ai déjà fait cette conférence un petit peu plus dans les détails chez Mazars. Donc c'est conforme aux normes comptables US GAAP, évidemment, puisqu'en plus ça vient des États-Unis. IFRS est complètement en accord. Et puis moi, mon expérience, entre autres, c'était aussi en accord avec les Swiss GAAP. Voilà. Aussi, moi, en IFRS. Oui, j'avais marqué IFRS, ouais. Un petit exemple de success story qui est assez connu dans le milieu Lean, c'est une usine qui est à Hartford dans le Connecticut, Wire Mold. Et en fait, donc ils se sont mis dans le voyage Lean Manufacturing, Lean Accounting.
Ils ont commencé au début des années 90 sur un marché à faible croissance, un petit peu près, un peu style de marché que j'ai connu chez Parker Hannifin, pas mirifique, beaucoup de compétition. Le chiffre d'affaires est passé de 100 millions à 400 millions, sans arrêt en participer tout le monde grâce aux techniques Lean Accounting. Et au moment de la vente à Legrand en 2000, l'entreprise a été vendue à 770 millions de dollars alors qu'elle était valorisée à 30 millions 10 ans avant. Donc vous voyez la plus-value. Je suis pas sûr, je connais pas la suite de l'histoire. Je suis pas sûr que Legrand ait pas voulu imposer le système traditionnel des coûts standards. Mais enfin bon, ça j'en sais rien. Si ça se trouve, la valeur de l'entreprise a baissé depuis, je serais pas étonné. En résumé, donc pour vous donner un takeaway, le reporting est donc simplifié, je pense que vous l'avez compris, facilement compréhensible par les opérationnels, ça c'est très très important, et a lieu plus fréquemment chaque semaine. Comprend pas d'allocation, tient compte des capacités disponibles, ce qui évite de faux raisonnements, s'affranchit de l'impact du stock, en particulier au niveau du value stream, et permet la suppression des coûts standards, ce qui diminue drastiquement le nombre de transactions dans le RP. Au maximum, vous pouvez aller jusqu'à 70-80%. C'est ce que j'ai connu dans l'usine en Pologne. Donc, vous diminuez drastiquement les coûts informatiques et d'audit. Donc, en fait, l'approche traditionnelle est d'accroître la dépendance à l'ERP. C'est un peu à la mode en ce moment ou depuis des années. Le Lean, lui, prend l'approche totalement inverse. C'est moins on met dans le système central, mieux on se porte. Je sais plus. Non, ouais, j'ai fini alors. Donc voilà, j'ai fait à dessin, j'ai fait quelque chose de très synthétique. Je sais pas si vous avez déjà des questions. Je crois que tous les micros sont coupés, mais ou sinon je sais pas. Céline, comment ça s'organise? Alors, dans le chat, il y a quelques questions. Je ne sais pas si Claire, tu les poses ou tu Non, veux je que les le vois fasse. pas, moi. Non, je les vois pas. Alors, Tu peux les poser, Céline. Alors, comment réconcilie-t-on les box scores hebdomadaires avec les arrêtés comptables mensuels et annuels de la comptabilité générale? Ah oui, ça c'est une bonne question. Et ça c'est pas très très facile. Enfin c'est pas très facile. Oui et non, c'est que ça dépend où est-ce que vous en êtes. Vous pouvez, bah non, en principe, généralement ce qui se passe c'est que ça correspond. Vous faites l'addition des semaines, vous tombez sur le mois ou sur le trimestre. Il y a des entreprises aux États-Unis qui font l'arrêté une fois par trimestre. Vous êtes du coup plus obligé de faire tous les mois. Bon, enfin, là, il y a peut-être possibilité. Mais sinon, bon, le chiffre d'affaires est le même, évidemment. Tous les achats sont les mêmes. Variation de stock, automatiquement, vous tombez sur la valorisation du stock que vous avez fait le dernier jour de la dernière semaine qui correspond au dernier mois ou au dernier trimestre, à la fin du trimestre, je veux dire. Donc, automatiquement, vous tombez sur le même chiffre. Donc, alors là où il peut y avoir comment dire, des petites différences, c'est par exemple tout ce qui est main-d'œuvre. Parce que généralement, quand on fait un reporting hebdomadaire, on n'a pas le temps de faire un truc super précis, donc on fait plutôt quelque chose d'approchant. Et donc, si vous faites l'addition de la main-d'œuvre de chaque semaine, vous tombez pas forcément sur le chiffre du trimestre, mais évidemment, la comptabilité, c'est elle qui remporte le truc, en fin de compte, mais c'est pas très grave parce qu'à la limite, la base des chiffres sont les mêmes. Vous avez la comptabilité sort quand même son résultat trimestriel ou mensuel. Et puis en même temps, les opérationnels ont eu les chiffres toutes les semaines. Ils ont travaillé dessus. Ils ont essayé d'améliorer, faire l'amélioration continue. Il y a presque personne qui s'aperçoit que effectivement, si vous additionnez les chiffres de chaque semaine en termes de main-d'œuvre, vous tombez peut-être pas forcément sur le chiffre du mois ou du trimestre, parce qu'il y a toujours des petits ajustements comptable ou parce que pour le reporting hebdomadaire, vous faites pas un truc non plus super léché. Mais au-delà de ce type de problématique, tout colle parfaitement. Et c'est une bonne question. C'est effectivement quelque chose qui est pas super simple à manager au début. C'est clair.
Après, peut-être que les personnes qui ont posé des questions peuvent le faire. Là, Bruno, comment affecte-t-on les coûts IT? Peut-être qu'en rallumant votre micro, Oui, oui, ça doit être plus simple. ouais, J'ai pas voilà. Je sais besoin pas de. si Bruno, moi, je vais te répondre à mon expérience. Ça ne ouais, sert à rien. Ça ne sert à rien. En fait, ce qu'il faut, c'est raisonner que tu travailles sur tes coûts fixes, tu fais de l'amélioration continue sur tes coûts fixes, d'une part, et tu t'en fiches comment ça s'alloue par produit. C'est pas le problème, en fait. Le produit, il se travaille en coût variable, et la partie frais généraux, elle se travaille sur des actions de fonds, sur de quoi on peut se passer, qu'est-ce qu'on peut mutualiser, et après que je l'affecte au produit A, B ou C, on s'en fiche. Alors, c'est pour ça qu'aussi, il faut affecter la main-d'œuvre le plus possible. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, les acheteurs ou même la finance. Tu peux avoir une équipe, dans mon dernier job, j'avais une équipe de 8 personnes et en parallèle de leur job, parce qu'ils avaient chacun une fonction différente, ils étaient chacun responsables d'un value stream. Ils étaient un peu, comment dire, le monsieur finance dans chaque value stream. En termes financiers, j'avais pas de budget du département finance. Leurs coûts étaient répartis sur tous les value streams. Alors vous me diriez, bah oui, mais comment tu fais pour suivre ton budget, ton département finance? Je faisais pas, mais quelque part, suivre un département finance, sachant qu'il y a 95% de main d'œuvre sur lesquels vous pouvez pas faire grand-chose. Il y a juste les frais, peut-être les frais de voyage du responsable, il y a encore. Ça sert pas à grand-chose de faire un suivi budgétaire d'un département finance. Vaut mieux les affecter sur un value stream. Même chose pour les acheteurs, procurement, maximum. Bref, il y a des départements, par contre, vaut mieux les laisser de côté, comme a dit Claire, elle a tout à fait raison, du style general management, ressources humaines, IT. Et encore, il y en a qui préfèrent allouer. Bon, encore une fois, moi, je suis très très réticent avec tout ce qui est allocation. Je préfère vraiment garder les coûts les plus directs possibles, comme a mentionné Claire. C'est vrai que ça implique un changement d'organisation, hein, très très clairement. C'est pas simple. C'est un changement de paradigme, hein, très clairement. Alors, une autre question, Monsieur Pulsar, peut-être que vous voulez la poser, si vous avez. Si vous Alors, pouvez. la question concernait la valorisation des stocks et l'un des avantages du coût standard. Ah, on vous entend pas On bien. entend très mal. Ouais. Alors, je vais m'approcher du micro. Oui, les avantages du coût standard, c'est de pouvoir valoriser les stocks, on va dire, à moindre coût. Non, non, c'est pas Comment mieux. est-ce qu'on valorise les stocks, notamment en fin d'année, pour respecter les dispositions fiscales dans le système value stream au niveau 41. Pas trop, mais par contre, je peux peut-être, je sais pas si j'ai bien compris la question, mais déjà, le système des coûts standards pour valoriser les stocks, c'est quand même extrêmement discutable parce que, comme vous savez, on est censé valoriser les stocks au coût réel, hein, au coût complet. Ouais. Il faut réintégrer les écarts. Hein. Il faut donc réintégrer les écarts. Souvent, ce qui se passe, c'est si par exemple vous avez un stock qui représente 3 mois de production, vous prenez les variances des 3 derniers mois, ce qui est quand même assez discutable. Non, vous les réintégrez normalement au prorata existant entre le stock final et la production. C'est clair, mais pour autant, vous prenez les variances des derniers mois. Vous êtes d'accord avec moi? Non, vous prenez les variances de la totalité de l'année et vous les répartissez effectivement au prorata existant entre le stock final et l'ensemble de la production. Oui, mais quelque part, je suis sûr que je vous trouve des défauts dans ce système-là. Hein, je l'ai suffisamment pratiqué. Et quelque part, c'est un peu usine à gaz. Alors que si vous avez un calcul en fin d'année, vous réintégrez les écarts au prorata et vous pouvez éventuellement, effectivement, si vous avez une grande dispersion par ligne de produits, sinon vous le faites globalement et c'est une processus relativement simple. Ensuite, la question, c'est, on a comme des règles fiscales, notamment en France, comment est-ce qu'on arrive à concilier le lean accounting avec le respect de ces règles fiscales? Ah oui, c'est même généralement les comptables les contrôleurs fiscaux sont même presque plus à l'aise avec le lean accounting parce que vous pouvez vraiment, quand vous faites les calculs au niveau d'un value stream,
vous intégrez totalement les frais généraux du value stream des derniers mois. Donc, autant les variances peuvent poser question, autant quand vous faites le calcul au niveau d'un value stream, c'est imparable. Hein, vous pouvez pas dire que c'est faux. Hein. Donc c'est des coûts réels, c'est des coûts réels. Ah, c'est du C'est ça, courriel. l'idée, c'est de s'approcher des coûts réels Vous êtes directement en courriel, ouais. Vous êtes directement en courriel. avec une quote-part de frais généraux comme incluse. D'accord. Alors après, ça, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est-à-dire que, à partir du moment où déjà vous changez la structure de façon à affecter le plus de personnel possible sur les value streams, vous les avez déjà. Je pense aux acheteurs, etc. Moi, j'ai toujours milité dans le sens de pas mettre les fonctions support style general management. Alors c'est vrai que dans des systèmes dans certaines entreprises, par exemple, vous mettez 20% du general management partant du principe que de temps en temps, le general manager passe 20% de son temps à la production, des choses comme ça. Et là, rebelote, vous êtes parti dans des histoires d'allocation. Et moi, dans mon expérience, quand vous essayez de simplifier, de sortir le plus possible tout ce qui est vraiment éloigné de la production, même si c'est pas 100% éloigné, en général, ça passe sans problème. Et ça passe même mieux. Et quelque part, mettre 20% d'une general manager dans les coûts, ouais, peut-être, mais pourquoi pas 40, pourquoi pas 10? Vous voyez, vous êtes infichu de le justifier. Le général manager, s'il n'intervient pas dans la production. J'ai pas compris. Hein. Oui, je dirais le général manager, en principe, il n'intervient pas dans la production. Et puis après, C'est Ouais, quand je ça. disais general manager, c'est un responsable de l'usine. Enfin, bon, tout dépend de la Ouais. structure. Moi, Exactement. dans l'industrie, ah, tout se défend dans les deux sens en fait. Ok. Il y avait une autre question de Monsieur Durier. Je ne sais pas si il veut intervenir ou si je pose la question. Par rapport à la valorisation des stocks, ouais, je voulais peut-être juste rajouter, c'est qu'en Ah, pardon. en fait, les auditeurs sont à partir du moment où vous avez une constance dans la méthode, Oui. c'est déjà, vous avez fait 80% du boulot, quoi. Et puis, alors là, c'est Jérôme Néry qui parle sur la partie valorisation des stocks. Nous, globalement, le principe de prudence fait que, alors en norme French, principe de prudence, donc moins les stocks sont valorisés de manière significative et mieux on se porte. Et après, sur la méthodologie IFRS, globalement, il n'y a pas de. Enfin, en vrai, les textes sont quand même pas très très précis sur ce qui convient d'incorporer, ce qu'on n'incorpore pas, pardon. Et donc, il y a quand même une liberté d'action, quoi. Oui, c'est tout à fait vrai. Jérôme, et heureusement, d'ailleurs, ma peur, c'est que dans les 10 ou 20 ans qui viennent, on rajoute des règles. C'est comme il y a une tendance, moi j'ai vu ça ces 30 dernières années, il y a une tendance à tout légiférer dans tous les domaines. Heureusement, c'est un domaine où on a encore un petit peu de liberté. J'espère que ça va continuer, quoi. Après, tu es d'accord, Jérôme, que du moment que la méthodologie, elle reste à peu près la même et que du coup, il y a une constance de méthodologie, ça fait pas varier le résultat dans tous les sens, tout est Bah, acceptable. ouais, bah en fait, après, il y a un sujet. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, très bien. D'accord, Jérôme. Non, il y a un sujet, entre guillemets, pour expliciter la méthode et comment elle fonctionne et comment on valorise les stocks. Et après, ce qui est important, enfin, c'est la permanence des méthodes. Et en fait, les trois quarts des auditeurs, ce qu'ils vont vous demander, c'est finalement l'année où il y a un changement de méthode, bah, c'est quoi l'écart entre l'ancienne méthode et la nouvelle méthode en termes C'est de clair. valorisation des stocks. Et c'est Ouais, là c'est où on va clair. vous poser tout un tas de questions. Mais après, voilà, ça sera juste pour bien comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi on l'organise comme ça. Parce que, de manière enfin, tout à fait normale, hein, l'entreprise n'a pas changé son activité, c'est pas logique que le stock varie en termes de valeur. C'est clair. Ouais. Ok. Monsieur Durier, est-ce que vous voulez poser votre question?
Oui, moi j'avais une remarque Bonjour. par rapport à ce que vous avez écrit concernant la diminution drastique des nombres de mouvements dans l'ERP de 50 à 80%, c'est énorme. Est-ce que vous avez un exemple par rapport à ça Ouais, à 80%, c'est un peu à la louche, mais c'est ce que j'ai vécu dans l'usine en Pologne. J'avais un collègue qui avait aussi mis en place une petite usine, par contre, c'était en Angleterre. Lui était allé très très loin aussi. En fait, ils ont peut-être même plus loin que moi en Pologne. C'est en fait toutes les transactions à l'intérieur de l'usine n'étaient pas du tout dans le système. C'était que les systèmes visuels. Et donc il y avait que en Angleterre, c'était assez étonnant. Il y avait vraiment que la partie achat qui était dans le système et la partie facturation finale. Et entre les deux, il y avait rien. Il y avait même pas les transactions en termes de quantité. Tout était visuel, enfin avec toutes les méthodes Lean, hein, avec c'était magique. C'était peut-être un peu extrême, c'est clair, mais moi j'ai pas pu faire ça à Genève parce que par exemple on avait beaucoup de produits différents. On en avait à peu près 2000 qui tournaient, donc on pouvait pas, on était obligé au moins de suivre en quantité. Mais c'est vrai qu'en Pologne, j'avais fait un truc qui allait assez loin et qui ressemblait à peu près à ce qu'avaient fait les Anglais. Et donc, entre... Donc tu déclares plus les semi-finis, tu fais pas les transactions de transfert dans le magasin, retour en prod. Non, non, tu fais vraiment Tu fais un juste mois... l'entrée et en- la sortie, voilà, que le ouais, périmètre extérieur, quoi. Ce qui rentre et ce qui ressort de l'usine. exactement. c'est-à-dire que c'est en fait le produit final qui fait tout le déstockage. Exact, tout à fait. Ouais. Si je peux me permettre, C'est du backflush total, ouais. même pas tout à fait. Si je me trompe pas, dans la littérature que j'ai pu lire sur ce sujet, la seule manière de pouvoir le faire et de réduire autant les transactions, c'est vraiment d'être capable de réaliser un inventaire en fin de mois en 1 heure ou deux de manière visuelle. C'est ce qui se passait, ouais, on faisait ça. Enfin, en Pologne, en Angleterre, on faisait ça et on faisait ça de façon lean. D'abord, il y avait assez peu de stock. Et puis, c'était super bien organisé point de vue emplacement. Et donc, ça se faisait en 1 heure, 2 heures max. C'était super rapide, ouais. Par contre, à Genève, non. Enfin, comme tout était, toutes les quantités étaient dans le système, donc là, on n'était pas obligé de faire ça tous les mois. Loin s'en faut, on faisait un inventaire une fois par an. Encore une fois, il y a plein de possibilités. Vous pouvez aller très très loin si vous êtes très avancé en lean manufacturing. Puis ça, et si vous n'avez pas trop de produits différents aussi. Claire, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, ça dépend de ta diversité produit, effectivement. C'est clair. Et aussi, enfin effectivement, jusqu'où tu es allé dans Lean et de ton activité. Enfin, moi qui ai travaillé dans l'automobile où on livre en juste à temps à 4 heures, bah tu vas beaucoup plus loin puisque de toute façon moi j'avais pas de stock de produits finis en dehors de la pièce de rechange pour les clients en pare-choc. Tout le reste, c'était au moment où l'ordre client tombait et le moment où le pare-choc allait être monté sur la voiture chez le client, il se passait 4 heures. Donc du coup, j'avais pas la notion de produit fini en vie-série n'existait pas. Enfin, les références, à peine elles étaient, elles s'implémentaient en produit fini au moment où l'opérateur flashait l'étiquette et en fait le produit il sortait, il était produit et il sortait parce que de toute façon il allait être monté sur la voiture dans les minutes qui suivaient. Donc en fait ça dépend de ton activité, ce qui est pas effectivement transposable sur toutes les activités industrielles. Enfin, t'imagines le temps de construction d'un avion, j'imagine que dans l'aéronautique, t'es pas sur le lead time de ton produit, il n'est pas le même, quoi. Donc tout n'est pas transposable. Oui, ça c'est clair. Bon, oui, il y a plein il y a plein de possibilités, plein d'approches. Il y a place à la créativité. Pour la petite histoire, Brian Maskell a pas mal travaillé avec Boeing. Je sais pas exactement comment, mais par contre, eux, ils ont des encours assez élevés. Alors ça, c'est une autre C'est problématique. ça. C'est une autre problématique. Ouais, c'est clair.
Et après, moi, pour en retour d'expérience par rapport à ce que disait Marc, moi qui ai vécu vraiment l'aventure du lean dans une usine où je suis restée 11 ans, sur les 11 ans où j'y ai travaillé, en 7 ans, on a abaissé le point mort de 50% sans faire de plan social. Et quand à une époque, il fallait 50 millions de chiffre d'affaires, les années où on est tombé à 25 millions, parce que c'est l'histoire de l'automobile où on fait que vivre des vagues un démarrage projet, un véhicule qui tourne bien et on crève les plafonds en termes de chiffre d'affaires et on monte des équipes week-end. Et 2 ans plus tard, votre produit, il s'arrête, il est en fin de vie, il tombe, les clients n'en veulent plus. Le renouvellement, il n'est pas tout de suite, les volumes tombent, le produit suivant, il met un peu de temps à arriver, voilà. Et on prend une crise économique, les voitures se vendent plus, et donc on fait que vivre des vagues comme ça. Bah, vous êtes super content d'avoir abaissé votre point mort, d'avoir mis personne dehors, et en ayant travaillé la productivité pure, c'est-à-dire arrêter de jeter de la matière, recycler votre matière, et d'avoir tellement travailler les produits et chercher la performance industrielle et en transposant ça sur les frais généraux, en mutualisant les ressources. Moi, tu vois, je me posais, on s'est tellement posé de questions sur comment on peut mieux travailler, comment on est organisé aussi bien les services administratifs que opérationnels purs, les comptables étaient ultra polyvalentes, le contrôle de gestion on était partagé avec une des comptables qui était capable de me remplacer au pied levé sur un certain nombre de tâches. Et moi, mon équipe comptable, financière, on est passé de 6 personnes à 3 personnes en 6 ans. Donc parce qu'on utilisait bien notre ERP, parce on avait des process pour tout et on avait flexé, c'est-à-dire qu'on était toutes capables de prendre un bout du poste de l'autre. Et donc du coup, quand on est rentré dans une démarche comme ça sur la partie opérationnelle, les administratifs, à un moment, on est obligé de suivre, quoi. Ils font ça dans l'atelier, donc pourquoi nous, on n'est pas capable de le faire? Et du coup, ça fait travailler tout le monde dans le même sens et à baisser le point mort. Et du coup, quand les volumes repartent, le résultat, il se transforme, quoi. Ouais, et puis moi, par exemple, à Genève, au niveau de l'inventaire, quand je suis arrivé en 2000, l'inventaire était autour de 90 jours de production. Et 10 ans après, même un petit peu avant, on tournait entre 30, 35, 40 jours les mauvais mois, mais on était entre 30, 35, quoi. Donc ça Et dépend. l'immobilisation du cash, c'est pas pareil, hein. C'est clair, ouais. Et surtout, oui, c'est même pas tellement le cash, c'est que quand vous avez 90 jours de stock, généralement, vous avez des composants. Au bout d'un moment, on se rend compte que vous n'avez pas le bon composant et vous faites des write-off. Et puis, quelque part, ça vous coûte un saladier, hein. C'est vrai que les acheteurs ont peut-être eu des bons ratios parce qu'ils ont acheté en grosse quantité, donc ils ont eu des bons prix. Mais si c'est pour acheter des choses qui sont pas utilisables ou utilisées, c'est un peu dommage. Ça, c'est vrai que quand on rentre dans du lean, les discussions avec les acheteurs au début, c'est compliqué, hein. Quand on vous explique qu'ils ont fait un super prix et que du coup, votre coût standard, il va vachement s'améliorer, et que là, vous lui expliquez, t'es gentil, mais le stock que j'ai là, ça va faire combien en lead time? Et si c'est pour m'acheter 6 mois de stock, tu oublies ton prix super sexy parce que tu bouffes du cash pour le groupe. Et en plus, il y a de fortes chances que ta matière, au bout d'un moment, elle soit obsolète et qu'on doit tout mettre à la benne. Donc, ça sert à rien. Et au début, c'est un vrai changement de culture, hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment les intégrer dans les value streams. Voilà. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde s'il y a d'autres questions ou si vous en avez d'autres à poser directement. Les 18h30 passées. On a mis 1 heure, hein, finalement. Ouais, c'est très détaillé. Très intéressant. Très intéressant. Merci beaucoup. Je vous en prie. La présentation